bienvenue. Mon nom est Francis Rousseau et en effet, j'ai coordonné ou terminé la coordination parce que vous avez peut-être connu le premier chef de projet, Jérôme Barthélémy, qui est l'initiateur du projet du côté de l'IRCAM. Ici, je réemploie tout simplement la face avant d'une présentation qui a été faite récemment auprès de l'Agence nationale pour la recherche et qui présentait les grandes lignes du projet à travers ce qu'on appelle maintenant, c'est bon ton, ces fameuses minutes madness. Il faut être capable en 1 minute de présenter un projet. Voilà ce qu'on a fait. Mais finalement, l'exercice n'est pas totalement inutile et il a ses vertus. Donc ce qui nous a intéressé, c'est en effet d'adresser des problèmes d'archivage et de préservation de l'audio numérique en les généralisant, en les triturant pour essayer de détecter des potentiels de recherche et d'application autour de ces questions qui, comme vous savez, sont assez lourdes, assez complexes. Alors, Yann l'a très bien dit, cette production numérique, il s'agit en fait de la tracer, l'interpréter au moyen de connaissances, métiers, qui formellement sont organisés dans ce qu'on appelle aujourd'hui une ontologie, c'est-à-dire un dispositif qui a de fortes propriétés formelles et qui perd aussi parfois beaucoup en expressivité, et tout ça sera discuté, je pense, dans le séminaire, mais organiser des connaissances métiers de sorte à éclairer, à situer ces traces dans un référentiel de connaissances, de façon à permettre le suivi, l'étude du processus de création et éventuellement sa réexploitation, et également, évidemment, puisque c'est la cible initiale, même si on a vu qu'elle servait tout autant de prétexte que de cible définitive, les questions de pérennisation. Alors, on en est arrivé à un certain point qui vous appartiendra d'évaluer avec nous aujourd'hui, mais c'est pas mal de tout de suite savoir quelles sont les perspectives que l'on a en termes d'élargissement de ces contextes d'usage vers des applications davantage réparties, coopératives, autour de cas d'usage qui, disais-je, dépassent finalement ceux que l'on a étudiés dans un premier temps, à savoir la préservation, la réexploitation, aller au-delà, et puis également densifier les expérimentations autour de ce qu'on pourrait appeler un living lab, et c'est un premier pas que l'on souhaite faire aujourd'hui ici avec vous, d'aller vers finalement ces environnements où l'on étudie les réactions des utilisateurs pour avoir encore davantage de sources d'informations. Également, mais je crois que Marc Danger en dira un mot, je ne sais pas, aller vers l'industrialisation de nos prototypes, en particulier autour de ce qui nous semble esquisser un caractère normatif européen très intéressant, comme la norme d'IDEX. Je ne sais pas si tu en parleras, Marc, mais j'imagine que oui. Donc voilà, avec Karim, alors on va vous dresser, il ne s'agit pas de tout dire, puisque finalement on rentrera dans les détails par le bon bout, c'est-à-dire l'usage, y compris par vous-même, des premiers applicatifs. Mais ce que l'on peut expliquer dans un premier temps, c'est ce chemin qui est parcouru en direction du studio et de son équipement, et surtout de son équipement humain, à travers ici le travail de cet ingénieur du son, d'aller vers la création du numérique, et ensuite de voir les cas qui se posent en matière de préservation, les cas difficiles qui se posent lorsqu'on croit avoir terminé finalement la réalisation d'un objet audio numérique. Alors, on est allé voir du côté des experts, en particulier d'un expert qui se trouve ici ce matin, Christian Zanesi, et voilà quelques extraits de son travail. Je regarde un petit peu comment il est, le son. Ce qui m'intéresse dans ma manière de faire, c'est finalement l'impact ici. Ça, c'est très intéressant pour moi. Alors, j'ai un autre son qui est un peu du même ordre. Ce qui me gêne dans ce son, c'est que la manière qu'il a de s'arrêter. Voilà, c'est mis en boucle. Pourquoi ? Voilà. Il s'arrête un peu sec pour moi. Alors, j'en ai créé un autre qui a l'avantage d'être beaucoup plus long. Donc, ils s'appellent tous SAF parce que ça vient d'un travail avec un saphir sur un disque. Donc, j'ai mis un SAF long. Je regarde ce que ça donne. Alors, par exemple, on n'écoute que le nouveau. Voilà, j'aime bien, ça a créé une espèce de phasing, de flanging. Alors,
Moi, la manière que j'ai de travailler, c'est de relier d'essayer d'avoir un travail à la fois horizontal et vertical. Vertical, une sorte, quand je fais l'analyse un peu de mon travail, je suis dans un système de type organique. Donc je suis toujours à l'observation des sons dans leur nature dynamique ou leur nature harmonique, comme ça, de manière à installer des relations verticales. Ici, j'ai dit que le premier son, ce qui m'intéressait, c'était quand il était au maximum de sa crête. Donc si je monte le suivant que je viens de vous faire entendre pile sur la crête, il est clair qu'il va y avoir une relation très particulière entre ces deux-là. Alors, là, j'y vais grossièrement. Hein. Voilà. C'est-à-dire le second son que j'ai mis, on n'entend pas à quel moment il rentre, mais il change la couleur et il donne quelque chose d'important. Alors là, on est auprès du compositeur à l'œuvre. J'étais moi-même partiellement et un peu en retrait, mais j'assistais à cette séance absolument fascinante de travail. Et la première chose qui vient à l'esprit, c'est évidemment que toute cette richesse-là, cette oralité-là, ce tâtonnement, cette expérience du compositeur, ben, il faut bien reconnaître qu'elle est perdue. Là, on s'amuse à la retracer avec des rushs comme ça, mais il est bien clair qu'elle est fondamentalement évanouie. Et la vanité des informaticiens que nous sommes, c'est de dire, ben, tiens, on va essayer d'en ressaisir quelque chose à travers les interactions personne-machine et outil-outil. Donc c'est évidemment cette espèce de prérequis assez incroyable, assez indéfendable en réalité, mais qu'on tente quand même de défendre en le rattrapant, en tirant le maximum. Hein. Ce qu'on va appeler connaissance dans la suite, ben, c'est pas la source de cette connaissance qui vient d'être exprimée ainsi, mais c'en est une réduction drastique, à savoir celle des interactions entre le compositeur et les outils entre eux, qu'on va essayer de capturer et dont on va essayer de faire quelque chose, évidemment, dans une situation éperdue de reverse, si ce n'est engineering, de reverse expérience. Donc il ne faut pas perdre ça de vue, évidemment, parce que c'est une énormité, même si elle est courante aujourd'hui. Mais on va voir qu'en étant très malin, on arrive à faire bonne figure dans cette situation apparemment irréversible, qui est celle de tirer, de retrouver de l'expérience à partir simplement de leurs traces dans les outils interactifs. Alors, on peut supposer ici qu'après ce travail et après son achèvement dans le studio, on aboutisse, alors ce ne sera peut-être pas le cas du travail de M. Zanesi ici, mais on peut aboutir dans un studio audio numérique classique à un produit qui est supposé être délivrable, comme symboliquement ce CD ici. Et évidemment, les problèmes, on va les dépiler dans le temps, c'est le problème numéro 3, je vais n'en présenter que 3 très rapidement. Il est numéro 3 parce que c'est le plus lointain. À 10 ans, on peut imaginer ce qui va se passer lorsqu'on explorera le back catalogue de la maison qui a produit cette production audio numérique, et les problèmes qui vont se poser seront multiples. À commencer par celui-là, de ne plus bien savoir quelle est la version finale. Il y aura eu 50 versions qui auront circulé, on ne saura plus quel est finalement le bon mix et quel est celui qui a été estampillé. Alors les anecdotes ne manquent pas. Je me souviens que Yann en racontait une il n'y a pas très longtemps, où il était lui-même assistant de production, et où, au tout dernier moment, d'ailleurs avec l'aval du compositeur, déjà éloigné, peut-être déjà dans son avion, qui lui dit « mais attention, là au fait, il y a un petit truc qui ne va pas ». Bref, quelle est au fond la dernière version, quelle est la bonne, si je puis dire. Problème qui va se poser quand quand des problèmes encore plus drastiques ne se poseront pas, à savoir retrouver non seulement la bonne version, mais l'origine de sa construction. Ici, quels sont les fichiers qui ont concouru à ce que la bonne version soit la bonne. Ça va être des problèmes très très importants desquels on n'a pas une clé aisée de résolution. Et puis on va trouver aussi, encore plus radicalement, voilà les messages d'erreur ici d'un système qui est un système complexe, dont l'évolution, comme vous le savez tous, est marquée d'abord par l'obsolescence avant de l'être par la perduration. Donc on va se trouver avec des tas de problèmes dans tous les sens, techniques ceci. Mais vous voyez que donc à 10 ans, je dirais, on imagine bien que les problèmes techniques, les problèmes d'identification
fichiers contributeurs et les problèmes d'identification de la version finale sont des problèmes qui vont se poser immanquablement. Bien avant, d'autres se poseront lorsqu'on voudra, quelque part, exploiter de manière différente le mix. Ici, par exemple, refaire une version avec un autre guitariste, c'est le petit scénario qui a été envisagé. Il est relativement facile de trouver ce nouveau guitariste. Par contre, évidemment, son insertion dans le mixage, et qui permettent finalement de produire une nouvelle version, de la commercialiser avec tous les problèmes de droits différentiels que ça va poser. Évidemment, c'est une question qui, elle aussi, va être très importante. Il va falloir, en particulier, repérer, dans ces schémas très compliqués de précédence, le rôle exact, l'intervention exacte de ce guitariste. Et donc, il va falloir une maîtrise assez fine du processus initial de production. Maîtrise qui, a priori, est perdue. Et plus près de nous, et c'est pourquoi ce problème est nommé numéro 1, c'est le problème de la gestion, finalement, dans la maison de production, des interventions des différents opérateurs dans la production. Il semble, je ne suis pas du tout un spécialiste des questions, Marc Danger le confirmera, il semble que ce soit un problème très très sérieux, très très important, que de contrôler ou de rétro-contrôler les données personnelles qui sont importantes à la gestion de la production et qui, bien souvent, n'auront pas en temps et en heure été correctement renseignées. Ceci explique cela que dans le premier slide, vous avez vu aussi parmi les perspectives que nous avons, des problèmes de privacy by design, c'est-à-dire des questions justement de gestion finalement des données personnelles, qui est, comme vous le savez, un problème à la fois très intéressant, très prégnant aussi, plus que jamais peut-être aujourd'hui, après les découvertes des grandes oreilles américaines auprès de l'Union européenne, dans les périodes justement de négociation de ces très importants contrats et protocoles finalement de gestion des données personnelles.